Will Smith qui refuse de jouer pour Christopher Nolan, John Bernthal dans Spider-Man ou encore Danny Boyle qui n'aurait jamais fait Slumdog Millionnaire aujourd'hui, on parle des actualités de la semaine. Et avant de commencer, j'ai envie de parler d'un sujet sérieux qui nous concerne tous, un sujet important, c'est évidemment la santé mentale. Il y a 2 ans, j'étais vraiment malheureux dans ma vie parce que je ne savais pas quoi faire de celle-ci, c'est-à-dire que je travaillais en CDI, j'avais YouTube à côté, ça me prenait énormément de temps et je me sentais pas forcément bien, je devais faire des choix mais je n'y arrivais pas. L'entreprise dans laquelle je travaillais ne me plaisait plus, YouTube, c'était trop compliqué de gérer les deux avec le CDI. J'étais épuisé et je devais faire un meilleur choix pour être plus heureux et plus épanoui dans la vie. J'étais vraiment coincé mentalement, je savais plus quoi faire et je me suis dit, tu sais quoi, pour la première fois, ça serait bien d'aller consulter un professionnel. Donc je suis content que le sponsor officiel de cette vidéo soit BetterHelp. BetterHelp vous permet de trouver un thérapeute adapté, ce qui n'est pas une chose facile, même en grande ville. L'avantage est que c'est 100% en ligne et vous pouvez trouver quelqu'un qui vous correspond rapidement. C'est d'ailleurs très simple d'utilisation, le site internet ou l'application vous met en contact avec un thérapeute spécialisé, enregistré à l'ARS. Il sera expérimenté, peu importe votre problème. Moi, je me suis rendu compte que je devais voir un spécialiste du burn-out, parce que même si je me sentais pas en burn-out, parler avec quelqu'un qui était spécialisé dans ça m'a permis de comprendre qu'en fait j'avais tous les symptômes du burn-out. Mais ça peut être le stress, l'anxiété ou plein d'autres problèmes que vous n'arrivez peut-être même pas encore à détecter. Avant qu'on vous le dise, peut-être que vous n'allez pas comprendre ce qui ne va pas bien. Vous remplissez un questionnaire, vous êtes mis en contact et vous réservez une séance, que ce soit en vidéo, par chat ou même par téléphone, en fonction de ce que vous préférez, de ce qui vous arrange. Et si le thérapeute ne vous convient pas, vous pouvez aussi changer simplement. Ça peut clairement arriver au début, c'est pas du tout étonnant, c'est quelque chose de normal, mais vous allez trouver le thérapeute qui vous convient sans problème. Si vous pensez que la thérapie pourrait vous faire du bien, BetterHelp pourrait vous convenir. Cliquez sur le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de soutenir la chaîne, mais aussi de bénéficier de 10% de réduction. Foncez sur l'offre. On va commencer avec l'actualité concernant Will Smith. Il faut savoir que Will Smith a refusé le rôle de Leonardo DiCaprio dans Inception. Christopher Nolan lui a apparemment proposé le rôle et c'est pas la première fois évidemment que Will Smith refuse un rôle qui est devenu iconique. Il avait refusé aussi Matrix par exemple, mais c'est pas le seul exemple. Mais je me pose une question. Il a refusé Inception, il a dit, parce qu'il comprenait pas le scénario, il comprenait pas l'histoire. Et c'est vrai, soyons honnêtes, que Nolan il sortait de Dark Knight. Bon, peut-être il y a des gens qui se disaient que Nolan n'avait pas encore la sauce. Maintenant, je pense que quelqu'un, on lui propose de jouer avec Nolan, il joue instantanément. À l'époque, Will Smith, il voyait peut-être pas Nolan comme ça, et Nolan n'avait d'ailleurs pas cette réputation. Je veux dire, The Dark Knight, c'était exceptionnel, tout le monde a adoré, mais il n'était pas aussi réputé que maintenant, évidemment. Maintenant, il est doublement oscarisé et tout, bref. C'est un autre débat, mais il a refusé parce qu'il comprenait pas le scénario. Et je me demande vraiment si Will Smith est pas un petit peu bête. Alors, encore une fois, entre guillemets, j'ai pas envie de l'insulter ou quoi, je pense pas qu'il est bête en soi, mais comment ça, tu comprends pas le scénario d'Inception? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans Inception? Comment ça, tu comprends pas le scénario de Matrix? Parce que c'était ça aussi l'excuse à l'époque. Qu'est-ce que tu comprends pas dans Matrix? Et il a d'ailleurs préféré faire Wild Wild West, je crois, que Matrix. Bon, ça, faut vérifier la temporalité, mais je crois que c'était ça à l'époque. Et c'est assez drôle parce qu'il refuse plein de rôles comme ça. L'excuse qu'il donne, c'est que je comprends pas le scénario. Je sais pas si c'est une bonne excuse, mais bon, c'est le genre de truc où tu dis, en vrai, je pense sincèrement, Will Smith, dans le rôle du personnage de Cobb, je crois il s'appelle, ça aurait été trop bien. Alors, j'aime bien DiCaprio dans le rôle, c'est un formidable acteur. Je trouve que DiCaprio est un bien meilleur acteur que Will Smith. Will Smith, il est bon, mais il a pas énormément de rôles iconiques, je trouve, en termes de qualité d'acting. C'est un acteur sympa. Mais là, honnêtement, je sais pas, le rôle pour le coup d'Inception, je le vois parfaitement bien dedans. Et je pense que Nolan aurait été un mec qui aurait pu sortir une performance de fou de Will Smith. Parce que Cobb est très bon, DiCaprio dedans, il n'y a aucun problème. Mais je pense que Will Smith aurait vraiment bien collé aussi à l'univers. Donc je suis très curieux de voir quel autre film Will Smith va révéler qu'il a refusé parce qu'il comprenait pas le scénario. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon, peut-être il y avait une version du scénario qui n'était pas complète, était différente, il n'y avait pas grand chose. Peut-être. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire que oui, Nolan, personne lui refuse aujourd'hui. Bon voilà, ça je pense qu'il y a 10 ans, c'était pas encore le cas, il y a plus que ça, il y a 15 ans déjà. Peut-être The Dark Knight était même pas encore sorti quand en fait on lui a proposé de jouer dans Inception, parce qu'Inception c'est quoi? C'est 2010, Dark Knight 2008, donc peut-être même pas au final. Donc à voir ce qui va se passer par la suite, mais je suis très content que Will Smith assume de pas jouer dans des films qui sont devenus cultes, iconiques. Je suis très content de voir l'évolution de Christopher Nolan depuis. Maintenant, personne, mais vraiment personne ne peut lui refuser. Et je suis curieux parce que j'aurais aimé voir cette version avec Will Smith. Je pense qu'il aurait fait un bon travail. Et c'est pas souvent que je vais dire ça. Je pense pas que Will Smith est un grand acteur, mais je pense qu'il a besoin d'un grand réal pour l'aider. Et je pense que là, ça aurait été carrément le cas. J'ai envie de parler ensuite de John Bernthal qui a rejoint le casting de Spider-Man Brand New Day, mais aussi
Zendaya et Jacob Batalon, je crois on prononce comme ça, pour le coup, mes excuses si c'est pas comme ça, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, ça pourrait confirmer plusieurs choses. Peut-être ce nouveau Spider-Man sera un Spider-Man street level, donc il n'y aura pas de multivers ou autre connerie, ça sera un Spider-Man qui va se concentrer vraiment sur une histoire à New York, dans les rues, entre guillemets. Ça peut être cool, moi ça me donne envie, j'ai vraiment hâte de voir les interactions entre John Bernthal et Tom Holland, parce que je pense que ce sont deux personnages qui sont complètement différents. T'as un mec traumatisé par ce qui s'est passé et qui veut, bah voilà, généralement tuer des gens, et en face t'as l'inverse, quoi. T'as quand même un gars qui est genre hyper sympa, qui a envie de sauver le monde entier. Donc je pense que ça peut être intéressant. On sait que c'est un film du Marvel Cinematic Universe, du coup ils vont forcément les avoir se battre à un moment ou un truc comme ça. Je suis un peu déçu du retour de Zendaya, parce que je pense que Zendaya est trop connue pour pas revenir, pour le coup. Mais surtout que j'aurais aimé qu'il tourne la page définitivement, qu'il s'occupe plus de cette MJ là, mais qu'il trouve d'autres personnages. Ça aurait été intéressant, surtout vu la fin du coup du précédent film. Mais je me pose aussi une question, je me demande vraiment comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont adapter, ça sera quoi l'histoire? Est-ce qu'ils vont faire l'histoire de Daredevil saison 2 avec Fisk qui est voilà, le chef et le maire de la ville, il a complètement fermé New York. Est-ce que du coup, normalement Daredevil va sortir avant Spider-Man saison 2, du coup je pense que c'est Punisher et Daredevil qui vont s'occuper de Fisk, qui vont lui donner un autre méchant, je n'en sais rien. Est-ce qu'ils vont introduire les X-Men? Bon, il y a plein de questions à se poser, mais les interactions entre du coup le personnage de John Bernthal avec Tom Holland, je pense que ça peut être très très bien, ça peut être vraiment fascinant, j'ai hâte de voir plus de casting. Je me demande s'ils vont pas non plus décaler la date de sortie, parce que normalement le film devait sortir après le premier des deux parties qui vont sortir, Avengers. Là il sort avant en théorie, ils n'ont pas encore décalé le film, donc est-ce qu'ils vont le décaler, est-ce qu'ils vont pas le décaler? Ça peut être quelque chose d'intéressant. Et il y a aussi l'Odyssée qui sort en juillet, qui est aussi la date de sortie, en tout cas le mois de sortie de Spider-Man. Je pense pas qu'il y aura l'Odyssée et Spider-Man. L'Odyssée ça sera tellement un mastodonte énormissime que je pense que le mois de juillet va appartenir à l'Odyssée, hein. Pour le coup le marketing de l'Odyssée va commencer bientôt aussi, mais voilà, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel je pense en termes de film, donc il va faire de l'ombre à Spider-Man aussi, surtout que maintenant que le MCU est un peu dans les bas-fonds, il n'a jamais été aussi faible pour le coup. À voir. Après, s'ils arrivent à faire une hype avec le Punisher, je sais pas, Spider-Man, les X-Men, un truc, j'en sais rien, ça peut peut-être attirer du monde, mais pour l'instant, je suis pas très très confiant. Après, j'aime bien le réal, je pense que ça peut être sympathique, le scénariste aussi, je pense qu'il est pas trop mauvais, mais bon, c'est le MCU, faut faire un peu attention, mais ça, c'est une bonne nouvelle, je suis assez content, un peu déçu du retour officiel de Zendaya, mais bon, on va faire avec, et je reste ouvert d'esprit, voir ce que ça va donner. On verra du coup l'année prochaine, quoi, ouais, dans 1 an et 1 mois, normalement, s'ils changent pas la date, hein, pour le coup, mais ça, c'est pas sûr. J'évite de parler de rumeurs en général, mais j'ai envie de parler un peu de la rumeur concernant le prochain film James Bond. Il faut savoir qu'il y a plein de rumeurs sur les acteurs, Aaron Taylor Johnson, Josh O'Connor, Aaron Pierre aussi récemment, mais ils ont dit un truc qui est hyper intéressant chez Amazon. Ils ont dit on ne va pas choisir et annoncer un acteur James Bond tant qu'on n'a pas trouvé un réalisateur, et je pense que c'est la bonne chose à faire. Je pense que le premier film James Bond est hyper important, ils vont repartir sur 10-15 ans, donc le choix d'un James Bond est essentiel, et il faut le faire en lien avec un réalisateur et une idée. Donc en gros Amazon, ce qu'ils font, c'est qu'ils discutent avec plein de réals, donc il y a plein de réals qui proposent des idées, Amazon les étudie, réfléchissent à quelque chose qui peut correspondre à ce qu'ils veulent, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec D'Alfonso Cuarón qui avait une idée, mais apparemment Cuarón s'est mis de côté, il a dit que ça l'intéressait plus, ou peut-être voilà, ils n'ont pas été d'accord sur l'idée en question. Edward Berger du coup qui a fait Conclave et À l'Ouest rien de nouveau est en discussion, Denis Villeneuve est en discussion aussi visiblement, Edgar Wright, ce qui serait hyper intéressant, je veux dire un James Bond par Edgar Wright qui est souvent habitué à faire de la comédie, même si Last Night in Soho c'était quand même quelque chose d'assez fort, ça peut être intéressant. Paul King aussi, Paddington et le film avec Timothée Chalamet là sur du coup Wonka, lui aussi en discussion, pareil, il est plus un mec qui fait de la comédie musicale, mais ça peut être intéressant aussi de voir ce qu'il peut apporter. Jonathan Nolan est en discussion, bon, le Villeneuve, il y a plein de gens qui sont en discussion comme ça, et tant qu'ils n'ont pas choisi le réal, tant qu'ils n'ont pas une idée, ils vont pas choisir l'acteur. Et je pense vraiment qu'en fait là ils ont plein d'acteurs en discussion, et ils attendent de voir quel réal ils vont prendre, et ils vont se dire ok, tel réal avec tel acteur, ça peut le faire. Et c'est comme ça qu'ils vont choisir. Et je pense que c'est très bien de choisir un duo, avec évidemment un scénariste et tout, mais voilà, c'est un réalisateur quand même, aussi ça sera son idée, de choisir un duo acteur-réalisateur pour lancer une nouvelle franchise. Et qui sait, peut-être ils vont prendre un réal pour faire 2, 3, 4, 5 films. En vrai, on n'en sait rien. Est-ce qu'ils vont faire un film, un réal? Est-ce qu'ils vont la faire la Mission Impossible? Ou est-ce qu'ils vont faire la fin de Mission Impossible où ils prennent un réal pour 4 films? Est-ce que c'est pour ça que Cuarón ne voulait pas le faire parce qu'on lui a dit oui, on aimerait bien que tu fasses 3 films au final plutôt que 1? On n'en sait rien en réalité. Donc c'est ça qui est curieux et je pense que c'est une très bonne chose pour le projet et j'ai hâte d'avoir plus d'informations. Je sais pas si ce sera pour tout de suite,
mais lorsqu'il y aura des infos, bah, je serai très content de les avoir et voir ce que ça va donner. Hideo Kojima n'interviendra pas vraiment concernant la production du film Death Stranding. Il va laisser faire. Il a dit, voilà, il sera présent s'il faut répondre à des questions et autres, mais il sera ni scénariste, il sera ni réalisateur ou co-réalisateur ou co-scénariste. Il va pas bosser sur le projet et je pense que c'est une vraie bonne chose. Alors, il sera producteur, hein, évidemment, mais c'est cool de laisser le réal, les scénaristes bosser sur l'œuvre en question. Je pense que ça peut être bien. Moi, j'ai toujours pas fait les jeux. D'ailleurs, le deuxième sort cette semaine, mais je pense que c'est bien qu'ils se mettent de côté parce que bah lui, c'est pas un réalisateur, hein, c'est un mec qui fait du jeu vidéo. Alors, il veut réaliser des films, peut-être plus tard, mais c'est bien qu'il laisse une équipe qui se concentre lui sur ses jeux pour l'instant. Et quand il fera un film, il fera un film. Mais là, c'est cool qu'il aide, mais qu'il laisse les vrais créatifs derrière le projet faire ce projet, quoi. S'il y a bien un artiste qui comprend à quel point c'est important de laisser les artistes faire, bah c'est bel et bien Kojima. Donc je suis content qu'il ait fait ce choix et il sera toujours présent s'ils ont vraiment besoin d'aide. On a eu la bande-annonce de Toxic Avengers, la bande-annonce complète, pas le teaser et tout, et ça a l'air vachement bien. Il n'y a pas de date de sortie en France pour l'instant, mais du coup, voilà, c'est une sorte de version d'un super-héros méga trash, violent, avec une histoire de famille. Hein. C'est Peter Dinklage qui est là, c'est un projet qui a été tourné il y a des années, et il va enfin sortir cette année, en août aux États-Unis. Regardez la bande-annonce, franchement, ça donne envie. Moi, ça m'intrigue, je pense que ça peut être vraiment très très bien, donc je suis très curieux de voir dans quelle direction ils vont aller avec le projet, si ça va bien marcher, mais je pense que ça va devenir, si le film est bien, un peu culte sur les plateformes de streaming. Au cinéma, je sais pas si les gens vont se déplacer, je pense pas qu'il y aura un gros marketing, une grosse distribution, mais en tout cas, je pense que dès qu'il sera sur la plateforme, les gens vont regarder parce que ça a l'air assez fou, assez barré, et apparemment, vu les premières critiques, il est très bien. On parle un peu de Henry Cavill parce que vous savez, il est au centre du projet Highlander qui va commencer normalement son tournage début d'année prochaine pour une sortie en 27, et Russell Crowe a officiellement rejoint le casting, donc c'est de nouveau la rencontre après Man of Steel des deux acteurs, et je suis content parce que Russell Crowe, il a dit en interview récemment qu'il veut sortir un peu de ses films où il était en surpoids volontairement d'après lui, où il va jouer un rôle un peu différent. Donc si on a un retour de Russell Crowe où il fait des films que moi j'aime bien, il y a des films de Russell Crowe récents qui sont très sympas, très cool, mais il fait plus du grand cinéma entre guillemets, ça fait longtemps qu'il n'en a pas fait, donc je suis très curieux de voir s'il va refaire une sorte de bonne performance. Après je sais pas si Highlander est le film pour faire des bonnes performances, mais bon, c'est Chad Stahelski à la réal, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Aussi, ce qui est intéressant, c'est Return to Silent Hill. Alors il y a une bande-annonce qui a été diffusée mais pas sur YouTube, elle est disponible par Première France sur Dailymotion. Bon, c'est un teaser, mais du teaser qu'on a vu, ça a l'air pas mal du tout. Ça donne grave envie, le teaser. Alors c'est concernant le Silent Hill 2, pour le coup c'est une adaptation, ça se voit. J'ai pas encore joué au remake, j'avais joué au deuxième à l'époque, mais oui, la mise en scène, les décors, ça a l'air pas mal du tout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vous pouvez donc trouver la bande-annonce sur Dailymotion. Il y a plein d'acteurs hyper connus, et pas que des acteurs, mais des artistes de manière générale, qui ont signé une pétition pour du coup Keir Starmer, le Premier ministre britannique, d'arrêter de vendre des armes à Israël, de continuer et de renforcer l'aide humanitaire à Gaza afin de sauver le plus d'enfants possible, et aussi de créer une sorte de cessez-le-feu permanent. Il y a plein d'acteurs connus qui l'ont signé cette pétition. Vous avez ici quelques photos, mais vous pouvez littéralement taper Open Letter to Keir Starmer et trouver. Il y a du Florence Pugh, Judi Dench, Anne Cotigatwa, Tilda Swinton, Mark Ruffalo, Dua Lipa, bref, il y en a plein qui veulent sauver la situation le plus possible à Gaza, et c'était vraiment une lettre ouverte au Premier ministre britannique. Bon, le Premier ministre britannique, pour l'instant, on va pas dire qu'il va changer grand-chose, mais on verra. Le tournage de l'œuvre série télé prequel à Vendredi 13 qui s'appelle Crystal Lake a commencé son tournage. La série devrait sortir l'année prochaine. Bon, je suis pas un fan de Vendredi 13, mais bon, c'est un 24, peut-être en mode série, ça peut être bien, divertissant à voir. Je suis curieux, même si ça donne pas spécialement envie. Danny Boyle a dit un truc hyper intéressant cette semaine. Il y a plein de gens qui ont gueulé au wokisme, c'est horrible, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il dit ça. Il a dit que s'il devait faire Slumdog Millionnaire aujourd'hui, il ne le ferait pas, tout simplement. Il a dit qu'il trouverait un autre réalisateur. Et en gros, il a raison. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit qu'en fait, pour un film comme ça, qui se passe dans un pays que lui ne connaît pas, même s'il a étudié, même s'il s'est renseigné, ça sera toujours plus intéressant de prendre quelqu'un qui a vécu, qui a compris, qui peut apporter sa touche personnelle. Et il a dit qu'il aiderait. En gros, il serait producteur, il serait scénariste, des choses comme ça. Il aiderait à trouver un talent jeune, parce qu'il voulait quelqu'un de jeune, entre guillemets, pour Slumdog, parce que voilà, le dynamisme du film, c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui pourrait se mettre dans la peau du personnage principal d'après lui. Donc je trouve que c'est une bonne chose et il a raison. Moi, je suis pas contre, et je pense qu'il faut jamais être contre l'idée de prendre un réal d'une culture pour qu'il fasse un film sur une autre culture. Là, il n'y a aucun problème. Je pense que son film, et lui-même, il le dit, hein, il adore son film, il trouve que Slumdog Millionnaire est un super film, et il a raison, c'est un super film. Mais il dit aussi que oui, ça serait cool de utiliser son capital, sa réputation,
d'animation pour trouver un réal qui pourrait faire ce genre de film. C'est ça qui est intéressant et en vrai il a raison. Si on peut trouver quelqu'un qui va mieux comprendre, mieux réaliser un film, c'est trop bien. Mais c'est pas non plus d'interdiction en mode, vous savez quoi, moi je vais arrêter de faire des films qui concernent pas les blancs. C'est pas ça. C'est juste qu'en fait c'est peut-être plus intéressant d'un point de vue artistique, même technique, de prendre un nouveau réal d'un pays, d'une culture qui le concerne. Je veux dire, quand Scorsese fait des films sur les Italiens américains, bah il le fait bien parce que c'est sa culture en réalité. Quand Spielberg, c'est Denzel Washington qui avait dit ça à l'époque, hein, quand Spielberg fait La liste de Schindler, c'est sa culture. Il est juif, il a connu tout ça. Donc en réalité, ça veut pas dire que Danny Boyle ne pourra plus jamais faire des films comme ça, mais il préfère laisser ça à quelqu'un d'autre. Et il a raison, je trouve que c'est une bonne chose, et c'est comme ça qu'on avance dans le cinéma, qu'on trouve de nouveaux visages, de nouvelles têtes, de nouveaux talents, de nouveaux artistes, et il a d'après moi 100% raison, sans encore une fois, il le dit lui-même, condamner les gens qui le font. C'est ok, mais ça serait bien de trouver quelqu'un qui comprend vraiment et qui l'a vécu, parce que le film sera peut-être plus intéressant. À voir. Et si on parle de Spielberg, il faut savoir que le tournage de son prochain film est terminé. C'est son film de science-fiction avec Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo et plein d'autres acteurs. J'ai hâte de voir ça. C'est pour 2026. Je pense que Spielberg, science-fiction, on peut avoir hâte, et on devrait avoir hâte même, parce qu'on adore ce réal. Et quand il s'attaque à la SF, il est très très fort. Si on reparle de Danny Boyle, il faut parler de 28 ans plus tard et de son box-office. 60 millions au box-office international. C'est déjà plus que le premier et deuxième film. Le premier c'était 80 millions, le deuxième 75 millions sur toute la durée d'exploitation. Encore une fois, vous avez ma grosse vidéo que j'ai faite hier sur la saga. Et c'était un budget de 60 millions apparemment. J'ai vu des chiffres entre 60 et 75. Bon, c'est pas mal, hein, voilà. En un week-end, il a fait son budget. Faudrait qu'il fasse, on va dire, 2 ou 2,5 fois son budget pour être un vrai succès, ou au moins rentable, disons. Mais je pense que ça va le faire. Ensuite, c'est Sony, je crois, donc ils vont le vendre sur la plateforme de streaming, il y aura les Blu-ray et tout. Donc s'il fait x2, x2,5, je pense qu'il sera plus que rentable déjà. Et on aura donc le troisième film. Parce que oui, le succès de ce film-là va déterminer si le troisième film se fait. Pour l'instant, c'est bien parti. On verra s'il y a un bon bouche à oreille. Bon, moi j'ai adoré, hein, je l'ai critiqué 2 fois sur la chaîne cette semaine. Je pense que c'est un film qui mérite. Et un autre film que j'ai pas vu pour le coup, c'est Elio. J'avoue que ça m'attirait pas. Apparemment, il est bien en plus, super et tout, mignon, rien à dire. Mais 35 millions pour 150 millions de budget, c'est le plus grand échec de l'histoire de Pixar en tant que week-end d'exploitation, le premier week-end. J'avoue, moi, ça me donnait pas envie. Je pense que c'est aussi le problème avec les Américains, c'est qu'ils ont habitué les gens à regarder Pixar à la télé. Et maintenant, les gens vont plus au cinéma. Il y a des exceptions, hein, évidemment, mais peut-être qui sait. Avec Élémentaire, ils avaient très très mal commencé. C'était le plus faible score au tout début. Voilà. Là, Élémentaire a fini à 600 millions. Peut-être Elio, il y aura un excellent bouche à oreille, peut-être les gens vont le regarder, et peut-être à force, les gens vont voir un film et il y aura du succès. Je n'en sais rien, mais ça peut être totalement vrai. Je sais pas si j'irai le voir personnellement, mais peut-être, qui sait, il va reprendre une sorte d'élan et cartonner par la suite. Ensuite, je mets ma miniature d'une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques mois parce que je parlais de la durée entre les saisons d'une série. Parce qu'en fait, il y a une étude qui a été sortie sur Netflix. En gros, ils ont trouvé que Netflix, pour une saison de série dramatique, scriptée, il mettait 20 mois entre la saison 1, saison 2, puis saison 3. 20 mois en moyenne. 20 mois. Avant, c'était 1 an. Maintenant, c'est presque 2 ans en moyenne et c'est un problème chez toutes les plateformes de streaming. Voilà, si vous voulez savoir pourquoi, vous avez cette vidéo, mais c'est catastrophique et je pense que ça gâche énormément de séries. Le fait de sortir une série tous les ans, ça aide énormément une série dans sa longévité, dans le fait que les gens s'en rappellent, regardent régulièrement. Rappelez-vous, à l'époque, il y avait 4 mois d'attente en réalité entre la fin d'une série et le début d'une nouvelle saison. C'est ça qui est intéressant. Là, il y a 2 ans d'attente chez Netflix, surtout qu'ils ont un modèle binge-watching. Du coup, l'écart est encore plus grand. Encore une fois, vous avez cette vidéo, mais Netflix, oui, a déconné, mais c'est pas que, malheureusement. Si on parle de personnes qui ont déconné, c'est Marvel, parce qu'ils vont arrêter de proposer ces Marvel Studio Assembled. C'est les petits bonus qu'ils faisaient pour les œuvres Marvel. Et en vrai, c'est dommage, parce que c'est intéressant de voir comment on fait les films, comment on fait les séries. Moi, j'en ai jamais regardé un, pour le coup. Mais il y en a qui étaient fans, et je pense que c'est toujours cool de montrer comment on fait des œuvres, que ce soit Marvel ou pas, même si c'est un truc de propagande, entre guillemets, voilà, tout se passe bien, tout est nickel. C'est intéressant pour les gens qui veulent se lancer dans le cinéma, voir comment une grosse production fonctionne. Donc c'est un peu dommage qu'ils arrêtent. J'espère que ça sera encore présent sur des Blu-ray, des choses comme ça, et sur Disney Plus sous un autre format, parce que c'était cool. Et Disney va revenir vers un style d'animation 2D. Et oui, c'est quelque chose que les gens veulent depuis des années, des années et des années. Peut-être je vous ferai une vidéo bientôt sur ça, pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté et pourquoi est-ce qu'ils vont revenir maintenant. Mais vous savez, les années 90, début années 2000, c'était un peu l'âge d'or de Disney en termes d'animation, le dernier âge d'or, et c'était l'animation 2D, donc faite à la main pour le coup, et il y avait l'arrivée des ordinateurs, Pixar et tout, qui
qui ont changé clairement le game. Mais là, ils vont revenir à l'animation 2D parce qu'ils veulent changer, parce qu'ils veulent faire de nouvelles choses. Ils n'ont pas annoncé plus que ça, mais ils avaient teasé ce genre de choses et je pense que c'est bien, je pense que c'est intéressant et à voir comment ils vont le faire. Bon, ça sera pas à la main, hein, j'imagine, mais c'est cool l'animation 2D. Après, je pense que le problème, c'est pas l'animation 2D ou pas. Je pense juste que Disney et Pixar, ils sont dans leur délire où ils ont la même DA depuis, réponse, je dirais, Pixar, même depuis qu'ils existent. En fait, en réalité, le côté presque photoréaliste slash cartoon, là où à l'époque, je sais pas, Hercule, ça ressemblait un peu en réalité à La Planète au Trésor, mais pas totalement. Il y avait quelques trucs en plus. Là, tous les films Disney Pixar se ressemblent en termes de DA, quelques exceptions, et là, ils vont faire des trucs qui sont complètement différents. Donc pour moi, c'est pas le 2D, le truc problématique, entre guillemets, c'est pas la 3D, la 2,5D, peu importe. Ce qui est problématique, c'est que les films se ressemblent tous, alors que peut-être il y a des films qui n'auraient pas dû avoir la même esthétique. Donc je suis curieux de voir dans quelle direction ils vont aller avec cette nouvelle esthétique qu'ils veulent avoir. Il y a pas mal de choses concernant, du coup, Superman. J'adore cette image parce que, du coup, ils l'ont supprimé du film. Il faut savoir que James Gunn a vu cette image dans la bande-annonce, il a dit que c'était un plan VFX qui n'était pas du tout terminé et il a vu les retours des gens, il a supprimé. Voilà, il s'est dit ok, bah les gens vont détester dans le film. J'ai supprimé ce plan du film, il a dit. Donc je pense que c'est une bonne chose. C'est toujours dommage que des plans qui n'ont pas fini leur VFX soient diffusés dans des bandes annonces parce que ce plan avait vraiment fait polémique, il était vraiment moche. Hein. Moi j'ai défendu le film, mais même ce plan-là, je me suis dit non, là c'est pas possible. CI2, du coup, le plan a été totalement supprimé visiblement de l'œuvre et c'est une bonne chose, sûrement. Ou alors, il fallait juste faire le plan avec les VFX terminés. Peut-être c'est une excuse en mode même avec les VFX terminés, c'est pas beau, ou peut-être il a menti, là ils sont terminés. Je n'en sais rien. En tout cas, il reste ouvert d'esprit par rapport à beaucoup de choses. Il reste ouvert d'esprit par rapport aux œuvres de manière générale. Il a été contacté visiblement par un acteur connu qui veut faire un projet DC, un projet Elseworlds, donc pas dans le DCU, et il travaille dessus. Voilà, il travaille sur un script, alors pas lui forcément, mais il attend des retours. Et voilà, c'est cool parce qu'on peut lui proposer des idées, vu que contrairement à Marvel, ils ont le DCU et le Elseworlds, ils peuvent faire plein de projets avec la licence DC, donc je trouve que c'est une super chose, une super bonne idée, qui change absolument tout et qui peut vraiment aider le DCU entre guillemets, ou en tout cas le projet de James Gunn à prendre le dessus sur Marvel, et je pense que c'est la chose à faire. Donc c'est cool qu'il accepte de discuter sur des projets comme ça qui pourraient être complètement différents d'un point de vue d'ambiance, de tonalité de son DCU qu'il veut faire, et proposer de nouvelles choses, comme de Batman, hein. De Batman, c'est un projet Elseworlds, là c'est bon, le scénario a été envoyé visiblement à James Gunn, c'est la version définitive, à voir s'ils vont encore faire des changements, et le tournage va commencer en janvier. Alors Pattinson va tourner Dune 3 et du coup de Batman 2 presque dos à dos. Vous savez, hein, il joue dans Dune 3, il joue Side-Tail, je sais pas comment on dit en français, j'ai écouté le livre en anglais. Mais voilà, donc Robert Pattinson occupé sur Dune, occupé sur The Batman, pour une sortie du coup en 2027 pour The Batman 2, mais le tournage devrait en théorie bientôt commencer, début d'année prochaine, et je pense que c'est une bonne chose. Clayface, rappelez-vous, a trouvé son acteur, mais il faut savoir que ce sera un film R-rated, donc violent, pour le coup, qui va critiquer les deepfakes et l'IA, et c'est cool qu'ils prennent un projet comme ça, vieux comme le monde entre guillemets, comme Clayface, parce que voilà, c'est une vieille entité de comics en réalité, et qu'il adapte à quelque chose de nouveau, de plus contemporain. Je trouve que c'est une très très bonne chose, et j'ai hâte de voir ça. Je vous ai parlé de la semaine dernière de Amazon Prime Video qui a augmenté ses pubs, ils ont fait un x2 depuis la sortie des pubs sur la plateforme. HBO Max, c'est la même chose, ils ont fait 50% récemment. Voilà, c'est toujours pareil, alors qu'il y a une plateforme de streaming qui fait un plus 50% de pub, toutes les plateformes vont le faire, donc c'est pas que Amazon Prime, c'est pas que eux les méchants, c'est aussi HBO Max, et forcément ça énerve tout le monde. Encore une fois, moi je vous l'ai dit, hein, ne regardez jamais une œuvre avec pub. Trouvez un moyen pour ne pas vous taper des pubs. C'est hyper important, d'après moi, ça gâche vraiment des œuvres. Un peu un point jeu vidéo avec Lies of P qui a vendu 3 millions d'exemplaires, ce qui est une très bonne chose parce que c'est un excellent jeu qui mérite de vendre, et en contrepartie de ça, tous les employés ont eu le droit à une prime de 7500 $, ce qui est vraiment bien pour le coup, 2 semaines de vacances payées et une Switch 2, donc c'est super sympa. De toute façon, dans ce genre de pays, Corée, Japon, lorsqu'une entreprise réussit, c'est pas mal partagé aussi par les employés, donc j'ai hâte de me faire le DLC un jour. Et Cyberpunk est apparemment le jeu le mieux vendu sur Switch en tant que third party. Je pense que c'est une très bonne chose parce que les gens découvrent ce qui est ce très bon jeu. Moi aussi, il faut que je le fasse, hein. J'ai pas joué au jeu depuis 2020, ça a sorti, je le ferai en live un jour. Les sorties de la semaine, on a Ironheart sur du coup Disney+, je ne compte pas regarder, désolé, je crois que tous les épisodes, les 6 sortent demain, d'un coup, comme ça en mode binge-watching, sans moi, désolé. The Bear aussi sort en mode binge-watching, ça par contre je vais regarder parce que The Bear c'est génial, j'adore et c'est une série qui m'intéresse énormément. On en parlera peut-être pas en critique, mais du coup vidéo bilan fin de mois. Death Stranding 2 sort aussi du coup cette semaine, j'ai pas fait le 1, les critiques du 2 sont pas mal, je crois qu'il est à 90 sur Metacritic, donc c'est cool, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour le coup aussi en détail, je regarderai un peu de gameplay et un jour je le ferai. Sur Apple TV+, on a Smoke, la série du gars qui a fait du coup Blackbird, qui revient avec
Taron Egerton, ça peut être sympa, ça sort ce vendredi. On a Squid Game, ça évidemment je ferai une critique de la saison 3, pour le coup c'est une évidence. En termes de cinéma, on a Amélie et la métaphysique des tubes qui sort cette semaine, apparemment c'est pas mal du tout, film d'animation, j'irai le voir. Aussi on a Megan 2.0, ça m'intéresse pas vraiment, je sais pas si je vais le voir pour le coup, mais ça existe. Par contre F1 le film, ça j'irai évidemment le voir et je sortirai ma critique du projet demain. Voilà, c'était les actualités de la semaine, dites-moi ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description alcantara.anglais afin de trouver le thérapeute spécialisé qui vous correspond grâce à BetterHelp. Vous allez avoir 10% de réduction, vous allez soutenir la chaîne, donc foncez sur le lien et sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram et même Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.